Andor, la série qui a captivé les passionnés de l'univers Star Wars, ne se limite pas à un simple récit d'aventure dans cette galaxie lointaine. Elle représente une véritable exploration des racines de la rébellion dans un ton très mature, plongeant au cœur des motivations et des luttes de Cassian Andor, un personnage introduit pour la première fois dans le film Rogue One. Dans cette vidéo, je vous invite à découvrir l'histoire derrière la création de cette série acclamée par la critique et pourtant moquée lors de son annonce. Nous devons remonter entre 2015 et 2016, alors que la production du premier spin-off de la saga Star Wars Rogue One est en cours. Plusieurs dirigeants de Lucasfilm et de Disney s'interrogent sur les personnages potentiels susceptibles d'inspirer de futures productions de moindre envergure destinées à alimenter la plateforme en préparation qui deviendra plus tard Disney+. Très vite, leur attention se porte sur Rogue One, le prochain film de Lucasfilm, laquelle regorge de personnages au passé obscur, offrant donc un terrain propice à l'élaboration de séries télévisées destinées à enrichir l'univers. Naturellement, le premier choix se porte sur Jyn Erso. Toutefois, étant déjà l'héroïne centrale du film, et possède en plus de ça quelques flashbacks de sa vie d'avant, approfondir davantage son histoire semble peu pertinent. Cela risquerait d'en atténuer l'impact dramatique du film, d'autant plus que son destin est déjà scellé, ce qui ôterait tout suspense concernant son futur. Le regard se tourne alors vers Orson Krennic, mais là encore, comme Jyn, le personnage occupe une place centrale dans l'intrigue du film et son passé est déjà un peu exploré. Ce qu'il leur faut, c'est une figure dont le passé reste largement inconnu, mais dont le caractère suscite une réelle curiosité. Ils ne veulent pas d'un personnage complètement gentil ni complètement méchant. C'est alors que l'attention se focalise sur l'un des personnages les plus énigmatiques du film, le capitaine Cassian Andor. Celui-ci se distingue non seulement de ses compagnons, mais aussi de l'ensemble de l'univers Star Wars par son profil d'anti-héros, prêt à tout, y compris au sacrifice d'autrui, pour faire triompher la rébellion face à l'Empire. Il incarne alors le candidat idéal. S'ouvrent ainsi de longs mois de discussions autour de la direction que pourrait prendre une série centrée sur ce personnage et sur la manière dont celle-ci pourrait enrichir le film Rogue One. Le but, c'est de faire un spin-off du spin-off. Une des réponses finit par s'imposer. La série racontera les origines de l'Alliance rebelle et de quelle manière un personnage comme Andor l'a rejointe. Compte tenu du potentiel que représente ce personnage et de la liberté créative qu'il offre, il décide de conserver Cassian Andor, en dépit du fait qu'il trouve lui aussi la mort dans Rogue One. Malgré tout, Andor est le seul à qui l'Alliance rebelle confie la mission centrale du film, preuve de la confiance absolue qu'elle place en lui. Comment un tel homme a-t-il pu acquérir une importance si décisive aux yeux de la rébellion? Par quels moyens a-t-il développé les compétences et l'expérience nécessaires pour occuper une telle position? L'histoire entourant ce personnage recèle un potentiel narratif remarquable et l'opportunité de l'exploiter s'avère trop précieuse pour être ignorée, même s'il finit par mourir à la fin de Rogue One. L'idée, désormais trouvée et validée, poursuit son chemin discrètement au sein de Lucasfilm, dont les priorités restent centrées sur la sortie de Rogue One ainsi que sur la poursuite de la postlogie. Ce n'est qu'en 2018, 2 ans après la sortie de Rogue One, que le projet de série consacré à Cassian Andor refait surface suite au succès de Rogue One aux côtés d'autres productions telles que celle du Mandalorian pour la future plateforme Disney+. C'est donc en septembre 2018 que la série Andor est officiellement annoncée au public. Et là, c'est la douche froide pour une grande partie des fans. Une série entière dédiée à un personnage rebelle apparaît dans un film jugé secondaire, voire anodin par de nombreux spectateurs. Personne n'y croit, tout le monde est déçu. L'annonce est difficile à accepter, d'autant plus que, quelques mois auparavant, en mai, sortait le second spin-off de la saga, Solo. Ce dernier, malgré certaines qualités, n'a pas réussi à convaincre. Après l'échec de Solo, rares sont ceux qui croient au potentiel de la série Andor. Si un film centré sur Han Solo, personnage emblématique de l'univers Star Wars, n'a pas su convaincre, comment un personnage largement méconnu parviendra-t-il à être intéressant? Le fait que la série s'inscrive elle-même comme un spin-off de Rogue One ne suffit pas à rassurer les passionnés. Comme il est malheureusement coutume, très vite, de nombreux articles paraissent, annonçant déjà un nouvel échec pour la franchise, d'autres parlant une nouvelle fois de la fameuse mort de Star Wars. Ajoutant en plus que Andor ne comporte ni Jedi ni Sith,
un choix qui énerve les amateurs les plus attachés aux éléments mythiques de l'univers, se refusant à regarder des productions qui ne contiennent pas de sabre laser ou de force. Même Diego Luna, l'interprète de Cassian Andor à cette époque, peine à croire que la série verra véritablement le jour. Et pourtant, Lucasfilm choisit de persévérer en lançant officiellement la production de la série Andor. Une directive claire est alors établie. La série devra impérativement adopter la forme d'un thriller d'espionnage dramatique pour qu'elle puisse s'insérer parfaitement au film Rogue One. Une requête qui tombe à point nommé, car cette même année, la série The Americans, diffusée sur la chaîne FX, vient tout juste de s'achever après 6 saisons acclamées par le public. Considérée par de nombreux critiques comme une œuvre excellente, The Americans s'est distinguée par la qualité de sa mise en scène et de son écriture, alliant précisément les éléments que Lucasfilm souhaite explorer, tension dramatique, intrigue d'espionnage et profondeur psychologique. Ces 3 composantes séduisent immédiatement Lucasfilm, qui sont à ce moment-là en quête d'un showrunner capable de porter la série tant sur le plan narratif que créatif. Le hasard joue en leur faveur, nous sommes en 2018, la série vient tout juste de se conclure. Pour Lucasfilm, il s'agit là d'une opportunité inespérée. Il recrute sans tarder Stephen Schiff, l'un des producteurs et scénaristes de la série, afin de lui confier la création et la direction de Andor. Grâce à son expérience sur The Americans, Schiff est chargé de faire de Andor une œuvre ambitieuse à la croisée du thriller d'espionnage et du drame politique. La production de la série Andor débute alors sereinement, le projet entrant véritablement en phase active. Nous sommes désormais en janvier 2019. Schiff a établi les plans. La série est conçue pour se dérouler juste avant les événements de Rogue One et se compose de 12 épisodes centrés sur le duo formé par Cassian Andor et son partenaire, le droïde impérial reprogrammé K2SO. En interne, le duo est alors présenté comme une version galactique de Butch Cassidy et de Sundance Kid, 2 pilleurs de l'Utah aux États-Unis datant du XXe siècle, connus pour leur braquage de banques et de trains. L'un était doué pour élaborer des plans et l'autre pour agir. 2 personnalités qui vont parfaitement à Andor et K2SO. Le tournage est initialement prévu pour le mois d'octobre de la même année. En août 2019, à l'occasion de la convention D23, Diego Luna apparaît aux côtés d'Alan Tudyk pour officialiser le retour du duo à l'écran dans le cadre de la série, suscitant un semblant d'enthousiasme du public de revoir le duo sympathique. Cependant, au sein même de Lucasfilm, certains doutes commencent à émerger concernant le ton et la direction de la série. En particulier, Kathleen Kennedy, présidente de Lucasfilm, qui exprime certaines réserves. Elle redoute que l'approche actuelle, centrée sur la relation entre Cassian et K2SO, avec cette histoire de braquage, ne dilue la portée dramatique initialement souhaitée pour le projet et le personnage d'Andor. Selon elle, la série risque de trop s'inscrire dans les codes classiques de Star Wars avec ce duo ressemblant à Han Solo et Chewie et de perdre l'intensité émotionnelle voulue. C'est alors qu'elle prend une certaine décision pour voir si elle est la seule à voir ça. Elle fait appel à Tony Gilroy, l'une des personnes ayant contribué précédemment au succès de Rogue One, puisque même si c'est Gareth Edwards qui est crédité en tant que réalisateur, c'est en réalité Tony Gilroy qui s'est chargé des reshoots du film en tant que réalisateur secondaire, en plus d'avoir rajouté et écrit plusieurs dialogues. Si Rogue One ressemble à ça aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à lui. C'est d'ailleurs pour cela qu'au vu du succès de Rogue One, que Kathleen Kennedy avait refait appel à Gilroy pour réaliser d'autres films Star Wars, et non Gareth Edwards. Mais à cette époque, Gilroy n'était pas intéressé par la réalisation d'autres projets Star Wars, préférant quelque chose de moins gros et moins stressant. Malgré tout, à la fin du tournage, il avait fait part de son envie de voir les origines de l'Alliance rebelle, mais surtout qu'il y avait un beau potentiel à explorer l'histoire de Cassian Andor, puisque Gilroy s'est fait contaminer malgré lui par la passion de Star Wars. Lorsqu'il est arrivé à l'époque sur Rogue One, il n'était pas un fan de la licence, mais durant le tournage, il est, comme beaucoup, tombé dans le chaudron de la passion, mais en ayant tout de même un certain recul. Un recul qui intéresse justement Kathleen Kennedy, avec qui il est resté en bons termes. Kennedy choisit alors de transmettre à Tony Gilroy l'un des scripts de Stephen Schiff servant de pilote à la série, dans le but de recueillir son avis. Et comme elle s'y attendait, Gilroy confirme ses appréhensions. Selon lui, le principal problème réside dans le fait que les auteurs du projet sont trop profondément imprégnés de leur passion pour Star Wars au point de rester enfermés dans les codes habituels de la saga, notamment celui du duo comique. Mais il reconnaît toutefois que l'idée initiale possède un véritable potentiel, mais il affirme qu'elle ne pourrait tenir sur la longueur dans sa forme actuelle.
Animé et poussé par cette nouvelle passion en lui concernant Star Wars, il décide alors de consacrer quelques jours à la rédaction d'un véritable manifeste complet pour Kennedy. Dans ce document, il expose de manière méthodique et détaillée les raisons pour lesquelles la version en cours n'est pas bonne, mais aussi ce que l'équipe créative devrait envisager à la place pour faire de Andor une œuvre à la fois novatrice et fidèle à l'esprit de Rogue One. Tony Gilroy propose plusieurs révisions majeures du projet. Il suggère notamment que la série ne se déroule pas immédiatement avant les événements de Rogue One, mais qu'elle laisse plutôt un trou de 5 ans entre l'intrigue de la série et celle du film, offrant ainsi un espace narratif plus vaste à explorer pour Andor et l'Alliance rebelle. Cependant, son changement majeur le plus audacieux et risqué consiste à supprimer le personnage de K2SO de la série, afin d'éviter toute redondance avec le film où ce dernier joue déjà un rôle avec Andor. Le problème, c'est que ce choix se heurte à une réalité délicate. Le retour de K2SO a déjà été annoncé publiquement et l'acteur Alan Tudyk est apparu aux côtés de Diego Luna pour confirmer cette nouvelle. Dans un premier temps, Lucasfilm préfère donc ne pas adopter ces mesures radicales. L'équipe tente plusieurs versions alternatives du script, espérant trouver un équilibre satisfaisant, mais aucun scénario ne parvient à convaincre pleinement. Face à cette impasse, une question commence à s'imposer. Et si Tony Gilroy avait raison? Lucasfilm reprend alors contact avec lui en croisant les doigts. Bien que Gilroy ait initialement décliné l'idée de retravailler sur Star Wars, il se laisse finalement convaincre à la fois par la passion qu'il anime pour l'univers et par la volonté sincère de voir le projet se concrétiser. Il veut absolument voir les origines de l'Alliance rebelle et l'exploration du personnage d'Andor. En octobre 2019, il accepte officiellement la proposition. Il devient dès lors le showrunner et producteur exécutif de la série, remplaçant Stephen Schiff à la tête du projet. Malgré tout, certaines fondations de Schiff seront tout de même gardées pour la restructuration du projet. Comme l'a dit Gilroy, les bases sont plutôt bonnes. Conformément aux orientations exposées dans son manifeste, Tony Gilroy repart quasiment à zéro en gardant tout de même certaines bases. Il écarte donc définitivement le personnage de K2SO de la première saison, puisque compte tenu des 5 années qui doivent séparer la série du film Rogue One, il formule ainsi une nouvelle ambition, faire non pas une, mais 2 saisons, avec pour objectif que la série s'achève précisément avant les événements de Rogue One et donc à ce moment-là, faire revenir K2SO dans cette 2e saison. Il souhaite vraiment réserver cette saison 1 au personnage de Cassian et de son évolution qui va le conduire à travailler pour la rébellion. Même si au départ, Gilroy pense plutôt à produire 5 saisons pour la série, chacune des saisons représentant une année jusqu'à Rogue One. Mais rapidement, il revient à la réalité. Produire 5 saisons, ce n'est pas possible, autant sur le plan financier et technique que physiquement. Il aurait fallu tenir Diego Luna et les autres acteurs durant presque une décennie et peut-être plus, puisqu'il aurait été complètement impossible d'enchaîner les saisons de tournage au fur et à mesure. De même pour Gilroy, qui avait du mal à se voir durant autant d'années à travailler uniquement dessus. Il est donc revenu à la raison et a proposé 2 saisons complètes de 12 épisodes chacune, pour un total donc de 24 épisodes, ce qui est bien sûr énorme. Face à cette vision claire et ambitieuse, Lucasfilm et Disney lui accordent une pleine liberté créative. Tony Gilroy s'attelle alors rapidement à l'écriture des 5 premiers épisodes, posant les fondations de l'univers narratif qu'il souhaite construire. Son intention est d'ancrer profondément la série dans le réalisme, tant sur le plan scénaristique que visuel. Il accorde une attention particulière au décor, au ton dramatique et aux interactions humaines. Son objectif est de livrer une œuvre forte, émotionnellement dense, explorant les drames familiaux, les tensions sociales et les liens interpersonnels. Le tout porté par des mouvements révolutionnaires d'envergure en s'inspirant des réelles révolutions à travers l'histoire. Et oui, on a de quoi être fier en France, puisque Tony Gilroy, parmi toutes les révolutions mondiales qu'il a inspirées, on y trouve principalement la Révolution française avec les résistants français. Pas mal, non? C'est français. Afin de servir cette ambition, il choisit d'entourer Cassian Andor non pas de K2SO, mais de personnages profondément humains, touchants et nuancés. Le propos de Gilroy est assumé. Il ne souhaite pas uniquement s'adresser aux fans de la saga Star Wars. Il entend élargir l'horizon de la série pour qu'elle puisse toucher un public nouveau, peu familier avec la licence, en proposant un récit mature, universel et contemporain dans ses enjeux, tout en voulant que la série soit bien sûr adoptée par les fans. Tony Gilroy part du postulat que les individus ordinaires, même s'ils ne sont ni Jedi ni Sith, peuvent être les témoins, voire les acteurs d'événements extraordinaires.
Il adopte ainsi une approche narrative résolument réaliste, afin de mettre en lumière l'impact profond de la révolution sur les citoyens anonymes de la galaxie. Une fois sa vision bien établie, Gilroy réunit l'équipe de scénaristes et cinéastes de la série. Il leur assigne à chacun les épisodes sur lesquels ils vont collaborer. Informé de la nouvelle direction prise par la série, Diego Luna se montre enthousiaste et profondément touché. Il se dit fier que l'histoire explore enfin le passé complexe de son personnage et accepte bien sûr, tout naturellement, de revenir lorsque Gilroy lui en parle. À partir de là, et après avoir créé de nombreux personnages qui vont entourer le personnage principal, son but bien sûr n'est pas de recruter des gros noms et surtout pas des acteurs trop fans de Star Wars. Il veut vraiment des personnes détachées de la licence. Il contacte tout d'abord l'actrice Fiona Shaw pour lui proposer un rôle dans la série. Séduite par le projet, elle accepte immédiatement pour y incarner Marva Andor, la mère adoptive de Cassian. Il se tourne ensuite vers Stellan Skarsgård, à qui il annonce avoir écrit un personnage spécialement pour lui. L'acteur accepte rapidement lui aussi, attiré par l'ambiguïté morale et le mystère entourant ce rôle qui deviendra celui de Luten Rael, une figure à la fois charismatique et insaisissable. Enfin, sans passer par un processus d'audition classique, Gilroy confie directement à la magnifique Adriana Arjona, ou Arjona, le rôle de Bix Callahan, convaincu qu'elle incarne parfaitement le personnage qu'il a imaginé. Il fera de même pour les acteurs et actrices Kyle Solar et Dennis Guth pour jouer respectivement Cyril Karn et Dedra Meero. Il n'oublie pas bien sûr de refaire appel à Geneviève O'Reilly avec qui il s'était lié d'amitié sur le tournage de Rogue One pour reprendre son rôle de Mon Mothma, un personnage que Gilroy apprécie beaucoup et compte bien lui rendre hommage avec cette série. Une fois la distribution réunie au complet, le tournage de la série Andor débute en novembre 2020. Grâce au plan rigoureusement structuré et établi par Tony Gilroy et les autres cinéastes, le tournage se déroule de manière fluide sans aucun problème. Et ça, malgré l'apparition d'un certain virus. Toutefois, Gilroy introduit un choix artistique et technique majeur qui bouleverse profondément non seulement la nature du projet, mais aussi son budget. Déterminé à offrir une œuvre d'un réalisme saisissant, il refuse catégoriquement le plus possible l'usage de fond bleu ainsi que celui de la technologie Stagecraft, popularisée par The Mandalorian. Partisan convaincu des décors réels, des effets pratiques et des accessoires concrets qui servent vraiment, il insiste pour que chaque élément visible à l'écran soit vrai. C'était d'ailleurs l'une de ses conditions avant d'accepter de venir. Cette exigence entraîne la construction de très nombreux décors, qu'ils soient complets ou à moitié, répartis dans la quasi-totalité des studios de cinéma au Royaume-Uni. L'un des plus grands défis de la production consiste d'ailleurs à bâtir de toutes pièces la ville de Ferrix, un projet titanesque brillamment relevé par les équipes. La ville était d'ailleurs si vaste et si minutieusement conçue qu'elle a même fini par désorienter Adriana Arjona, l'interprète de Bix, qui s'était complètement perdue durant le tournage. À cela s'ajoute la volonté de Tony Gilroy de tourner en décor naturel. Il refuse catégoriquement d'utiliser la technologie Stagecraft, une chose qui impose des contraintes supplémentaires, notamment en matière de gestion de la lumière naturelle, prolongeant ainsi le tournage. L'ensemble de ces choix entraîne des coûts de production très élevés. Rapidement, Andor devient l'œuvre la plus chère jamais produite par Lucasfilm. Le budget, réparti sur les 2 saisons de la série, soit un total de 24 épisodes, atteint la somme colossale de 645 millions de dollars, dépassant largement le budget des 3 saisons réunies de The Mandalorian avec seulement ses, entre guillemets, 360 millions de dollars. Ainsi, Andor s'impose non seulement comme une œuvre ambitieuse sur le plan narratif, mais aussi comme un pari financier d'une ampleur exceptionnelle. Malgré tout, 9 mois suffisent pour achever intégralement le tournage de la première saison de la série qui passe ensuite entre les mains des monteurs. Une équipe de monteurs d'ailleurs composée entre autres du frère de Tony Gilroy, John Gilroy, qui avait déjà travaillé sur le montage de Rogue One. C'est d'ailleurs une sorte de tradition pour Tony Gilroy de faire participer sa famille, puisque Dan Gilroy, son autre frère, est l'un des scénaristes et réalisateurs de la série avec lui. Ce sont notamment les frères Gilroy qui se sont chargés de réaliser les 3 épisodes de l'arc Braquage sur Aldhani, avec notamment la magnifique séquence de l'œil d'Aldhani. Et vous avez pu récemment retrouver son fils, Sam Gilroy, dans la saison 2, puisqu'il interprète le personnage de Gerdis. Conscient que le montage occupera une grande partie de l'année 2021 et tenant compte du calendrier de la plateforme Disney+ pour la sortie prochaine de la série,
Gilroy et Lucasfilm arrêtent leur choix sur le 31 août 2022, qu'ils estiment particulièrement propice au lancement du pilote de la série, étant dans une période estivale plutôt intéressante. L'annonce est donc faite officiellement. Arrivé en juillet 2022, soit un mois avant la diffusion prévue du pilote de la série, Gilroy décide de vérifier les autres sorties programmées durant cette période, histoire de jauger un peu la concurrence et voir où sa série se situera. Et là, c'est le gros drame. Deux mastodontes de l'heroic fantasy s'apprêtent à faire leur premier pas ou leur grand retour sur le petit écran. D'un côté, la série à plusieurs milliards de dollars, Les Anneaux de Pouvoir, adaptation de l'univers du Seigneur des Anneaux, attendue pour le 2 septembre 2022, soit 2 jours après le pilote d'Andor. Et de l'autre, la très attendue House of the Dragon, préquelle de Game of Thrones, prévue, je vous le donne en mille, pour le 21 août 2022. Gilroy comprend immédiatement que le pilote de Andor risque d'être totalement éclipsé par ces deux productions majeures qui attireront toute l'attention du public dès leurs premiers épisodes, prévoyant notamment une guerre de communauté entre ces deux mastodontes, avec Andor au milieu. Une guerre d'ailleurs qui est réellement arrivée. Face à cette concurrence écrasante et sachant que la série, centrée sur un personnage absolument pas populaire qui peine déjà à susciter l'enthousiasme, Tony Gilroy transmet alors rapidement l'information à Lucasfilm, qui partage pleinement son analyse. Toutefois, en raison du calendrier déjà établi sur Disney+, et surtout de l'annonce officielle fixant la sortie de la série au 31 août, il leur est impossible de repousser la date à une échéance indéterminée, surtout aussi avec les actionnaires, etc. Ils prennent alors la décision intelligente de décaler la diffusion de Andor au 21 septembre, soit près d'un mois plus tard. Ce choix permet à la série d'éviter la période la plus concurrentielle en se positionnant intelligemment vers les quelques épisodes restants des deux autres productions, dont l'engouement médiatique commencera alors à s'atténuer par rapport au premier jour. Nous sommes donc désormais le 21 septembre 2022. Le jour tant attendu arrive enfin pour Andor avec la diffusion de son pilote proposé sous la forme de 3 épisodes. L'annonce inattendue de cette série a surpris l'ensemble de la communauté avant de la décevoir. Pourtant, quelques années plus tard, dès la mise en ligne, ces 3 épisodes parviennent à mettre la majorité du public d'accord. Nous sommes ici en présence de l'une des productions les plus abouties de l'univers Star Wars, que beaucoup considèrent aussi comme la meilleure série issue de cette franchise. La surprise est totale. Personne ne s'attendait à une proposition aussi mature avec un scénario et une mise en scène de ce genre, centrée sur un personnage que peu avaient réellement retenu après la sortie de Rogue One. Au fil de la diffusion, Tony Gilroy découvre des critiques quasi unanimes, saluant la qualité de son travail. Le pari qu'il a pris pour cette première saison s'avère pleinement réussi. Il se réjouit particulièrement de constater qu'une série mettant en lumière des personnages ordinaires de la galaxie puisse susciter un tel engouement. Cette reconnaissance le motive profondément à redoubler d'efforts pour la saison 2, dans l'ambition de livrer une œuvre encore plus captivante. Mais en raison d'un manque de temps libre pour sa vie, mais aussi du poids et de l'exigence que représente le travail sur une franchise aussi emblématique que Star Wars, Tony Gilroy fait le choix pour cette deuxième saison de se consacrer exclusivement à l'écriture du scénario, délaissant ainsi la réalisation. Il confie ainsi la caméra à de nouveaux réalisateurs qu'il sélectionne lui-même avec soin, tout en restant présent bien sûr. Pour cette saison 2, destinée à établir un lien direct avec le film Rogue One, Gilroy conçoit une structure narrative particulière. Il divise la série en blocs de 3 épisodes, chacun représentant une année dans la série. Contrairement à la première saison, cette nouvelle approche exige une diffusion par groupe de 3 épisodes, afin de respecter l'intégrité du récit, chose qui est totalement acceptée par Lucasfilm. C'est la première série Star Wars live-action à être diffusée de cette manière, témoignant une nouvelle fois de sa différence par rapport aux autres productions. Andor ne se contente pas d'être une excellente série Star Wars, elle s'impose avant tout comme une série de grande qualité en général, qui n'a absolument pas à rougir face à d'autres productions malgré l'absence de sabres laser, de Jedi et de Sith. Une excellence qui se confirme de nouveau avec le début de sa deuxième saison. Au départ, largement moquée lors de son annonce, la série Andor a su déjouer les attentes et s'imposer comme une œuvre singulière et profondément marquante dans l'univers Star Wars.
Elle prouve ainsi qu'un récit ancré dans la réalité brute de la rébellion, porté par des personnages ordinaires mais animés d'un courage extraordinaire, peut résonner tout aussi puissamment. Même sans faire appel à la force, sa présence dans la saga n'en est pas moins puissante dans la force.